D'info, nous recevons ce soir M. Maurice Soudjek John, professeur agrégé de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, enseignant et chercheur. Bonsoir professeur. Bonsoir Souleymane. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de la situation politique au Sénégal actuellement marquée par les dissensions entre les différents camps qui commencent à se former quand même à la tête de l'État entre le président de la République et son premier ministre, avec ce qu'on pourrait considérer comme l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, la lettre du président hier annonçant la désignation de Mme Aminata Touré pour remplacer Mme Aïssatou Mbodj à la tête de la coalition Diomaye président, non pas à la tête, mais en tout cas pour mener à bien le processus de restructuration de cette coalition. Et on a vu, vous avez vu la réaction de PASTEF, les Patriotes, dans la foulée de la publication de cette lettre. Au moment où nous parlons, à 20h30, disons, quelle lecture politique peut-on faire de la situation qui est assez volatile, puisqu'on ne sait pas, ni le président, ni le Premier ministre ne se sont exprimés sur la situation? Oh oui, c'est une question fort intéressante, mais il y a eu du verbal et du non-verbal. On a entendu le Premier ministre s'exprimer lors du Terra Meeting. Le président aussi s'est exprimé à travers les actes qu'il a posés. Donc, il y a donc des choses à analyser, mais de façon plus profonde. Je crois que ça nous ramène à cette difficulté de la dualité, de la diarchie au sommet de l'État. Et au sortir des législatives de 2024, j'avais préconisé qu'Ousmane Sonko alla diriger l'Assemblée nationale, et donc on aurait un président de la République qui détient le pouvoir exécutif, titulaire exclusif du pouvoir exécutif, et un leader, un chef de la majorité parlementaire qui dirige l'Assemblée nationale. Donc chacun serait à la tête d'un pouvoir avec un Premier ministre technocrate. Il pourrait se concerter pour nourrir la mise en œuvre du projet. Je crois que ça aurait été plus judicieux, plus pertinent, et cela serait plus en phase avec l'histoire politique du Sénégal et la culture politique du Sénégal, parce que le Sénégal n'est pas né en 2024. Eh bien, il faut tenir compte de ces contraintes, de ces réalités. En sciences politiques, on va parler du néo-institutionnalisme historique, c'est-à-dire comment les choix du passé vont contraindre les choix du présent et de l'avenir, et comment également la culture politique va contraindre le jeu des acteurs, mais également va influencer la stratégie de ceux-ci. Donc tout cela montre qu'on ne peut pas faire fi de toutes ces réalités, de toutes ces contraintes, et qu'il faut, ce n'est pas en les niant qu'elles cessent d'exister, ces contraintes-là, mais il faut clairement les identifier afin de pouvoir les contourner et les surmonter. Assurément, ça n'a pas été le cas. On a opté pour une diarchie, malgré en tout cas une dualité du pouvoir exécutif, avec une structuration institutionnelle en faveur du président de la République. Et il faut reconnaître qu'il a été élu avec 54% des voix environ au suffrage universel. Donc c'est une légitimité populaire directe. Et on a également une situation politique exceptionnelle où le Premier ministre est le chef de la majorité. Et nous avons donc cette confrontation entre deux majorités, une majorité présidentielle et une majorité parlementaire, qui en réalité devraient être des majorités complémentaires, mais on a vu que le président Ousmane Sonko, le président du PASTEF, Ousmane Sonko, avait préféré aller seul aux législatives avec PASTEF et a eu 130 députés. Donc on a une majorité nettement dominée par le PASTEF à l'Assemblée nationale, et on a un président de la République qui a démissionné des instances dirigeantes de son parti, mais qui n'a plus d'appareil politique, ou qu'il y a un appareil politique en léthargie, la coalition Diomaye président. Donc la problématique essentielle, c'était de savoir, est-ce qu'on peut avoir deux pôles, deux appareils politiques, l'un soutenant le président de la République et l'autre étant soutenu par, incarnant la majorité parlementaire dirigée par le Premier ministre. Et donc tout le problème se situe à ce niveau. Le Premier ministre voudrait que toutes les forces politiques fussent à l'intérieur du PASTEF, satellisé en quelque sorte par ce parti politique au pouvoir, principal tenant du pouvoir, alors que apparemment le président de la République souhaite aussi s'appuyer sur un appareil politique
porté par la majorité présidentielle. Pourquoi faire, justement, pourquoi chacun d'entre eux cherche à avoir une force politique solide, alors que, comme vous l'avez dit, l'idéal aurait été qu'il y ait quand même une complémentarité et pas cette rivalité qui s'affirme de plus en plus. Je crois qu'il y a des enjeux de pouvoir et des enjeux relatifs à la perspective de 2029. L'élection présidentielle. Et donc, c'est des luttes âpres, feutrées jusque-là, mais actuellement exprimées. Plus que latentes, elles étaient larvées avant, mais aujourd'hui elles sont exprimées, étalées sur la place publique. Donc c'est des luttes de conquête et de conservation du pouvoir qui se dessinent à travers la construction et le contrôle des appareils politiques, que ce soit la coalition Diomaye Président ou la coalition dirigée par le PASTEF. On a bien compris, vous n'êtes pas surpris, puisqu'il y a plusieurs mois, voire plus d'1 an, vous avertissiez déjà sur le risque d'avoir un Premier ministre comme Ousmane Sonko juste à côté du président de la République, alors qu'il aurait pu faire un mouvement latéral, aller un peu plus loin du pôle de pouvoir présidentiel en allant s'établir à l'Assemblée nationale. Mais ça nous rappelle quand même des configurations qu'on a connues dans l'histoire politique du Sénégal. Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia, Abdoulaye Wade, Idrissa Seck dans une moindre mesure, et même Abdoulaye Wade et Macky Sall. À défaut de pouvoir comparer parfaitement ces différentes situations, est-ce qu'on peut peut-être tirer des leçons pour sortir de la situation dans laquelle on se trouve, en partant de ce qui s'est passé dans ces cas-là? Je crois qu'on aurait pu le faire en amont, mais actuellement avec la situation c'est très tendu, et à cela s'ajoute que le système politique sénégalais également fonctionne sur 2 leviers essentiels qui peuvent être regardés aussi comme des tares, c'est-à-dire le clanisme et le clientélisme. On a eu toute l'histoire politique du Sénégal et en réalité une histoire de la dualité depuis Carpo, Blaise Diagne, Lamine Gueye Ngalandou Diouf, Lamine Gueye Senghor, Senghor Abdoulaye Wade, Abdoulaye Wade Abdou Diouf, Abdoulaye Wade Idrissa Seck, ensuite Macky Sall, etc. Donc toute l'histoire de la politique sénégalaise, encore une fois, peut être ramenée à ces confrontations au sommet entre des leaders politiques. Et pour éviter cela, il a été très pratique de faire en sorte que le Premier ministre ne soit pas un homme politique d'envergure, parce que autrement il risque de gêner le président de la République. Et c'est pourquoi lorsque le président Diouf a nommé Habib Thiam pour diriger le gouvernement de majorité présidentielle élargie en 91, il lui a demandé de savoir est-ce qu'il voudrait toujours continuer à diriger la coordination de Dagana, et le Premier ministre de l'époque avait répondu qu'il ne le souhaitait pas parce que les charges gouvernementales étaient telles qu'il ne pouvait pas les cumuler avec des activités politiques. Et donc on voit bien qu'ils se sont parlé intelligemment pour éviter toute forme de dualité au sommet, parce que depuis la crise entre Senghor et Mamadou Dia, on a une structuration monolithique du pouvoir autour du président de la République, qui est pratiquement à l'alpha et à l'oméga, qui est la clé de voûte des institutions, qui est la personnalité qui incarne et qui exerce la réalité et la totalité du pouvoir exécutif. Donc le Premier ministre ne peut être qu'un délégataire. Dans la doctrine, on a parlé de déconcentration du pouvoir exécutif. Donc il faut prendre en compte toutes ces réalités, parce que, encore une fois, le Sénégal a une histoire politique et le Sénégal a une culture politique. Donc à défaut de prendre en compte ces réalités, on finit par se heurter à elles, et cela amène des crises de cette nature. Quelle est la part du subjectif dans la situation actuelle? Parce que là, on parle des institutions. Tout le monde sait que l'institution la plus forte, c'est l'institution présidentielle, clé de voûte des institutions, avec tous les pouvoirs qui lui sont accordés par la Constitution et la culture politique du Sénégal. Mais dans le cas d'espèce, est-ce qu'il y a un côté un peu plus personnel lié aux personnalités du président de la République et surtout du Premier ministre Ousmane Sonko? Cet aspect existe, mais cet aspect aurait pu être surmonté par une allocation pertinente, une distribution pertinente du pouvoir au regard de l'histoire politique du Sénégal et au regard de la culture politique sénégalaise, en tirant toutes les conséquences, tous les enseignements de l'histoire par rapport à la dualité. Et certes, cela existe, mais si on avait un président de la République chef de la majorité en même temps, il aurait pu, s'il a un Premier ministre qui déborde,
automatiquement, il peut se séparer de lui et choisir quelqu'un d'autre. Mais dans cette configuration, le Premier ministre est un pilier fondamental, essentiel du dispositif et du projet. C'est le chef de la majorité, c'est le chef du parti PASTEF. Donc, le coût politique d'une séparation entre les deux est beaucoup plus élevé. On n'en est pas encore là, mais la question que je suis tenté de vous poser, c'est est-ce que vous pensez que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, finalement, regrette d'avoir fait de Ousmane Sonko, parce qu'il a assumé un Premier ministre fort à qui il a donné la licence de lorgner son fauteuil et de l'assumer avec fierté aussi. En réalité, le Premier ministre n'est pas fort si on regarde la distribution constitutionnelle du pouvoir. Il n'est pas fort. Il est fort, il n'est fort que parce que le président de la République veut bien lui laisser la place. Mais ici, on a encore une fois une structuration institutionnelle et constitutionnelle qui contredit, en tout cas qui est en porte-à-faux avec une situation politique exceptionnelle. Et donc, pour éviter cette contradiction principielle, on aurait pu avoir l'un à la tête du pouvoir exécutif et l'autre à la tête du pouvoir législatif. Et nous savons, séparation des pouvoirs oblige que ni l'un ni l'autre, dans cette configuration-là, ne serait le chef de son alter ego. Alors, vous évoquiez tout à l'heure l'éventualité d'une rupture, mais ils peuvent aussi continuer ensemble. Comment l'un ou l'autre cas pourrait être, comment dire, opérationnalisable? En d'autres termes, que devront faire Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko pour soit continuer, soit constater la rupture et trouver une autre formule pour continuer le projet? Parce que c'est ça qui les lie en fin de compte. Je crois que le président de la République, c'est le chef du pouvoir exécutif. Il est encore une fois élu au suffrage universel avec 54% des voix. Et il n'est pas élu que par le PASTEF. Il est élu par l'ensemble du corps social. Donc il a du corps électoral tout au moins. Donc il a une légitimité politique réelle. Nous sommes en démocratie et la légitimité se conquiert par les urnes. Et il a cette légitimité. Donc ça veut dire qu'il faut lui reconnaître ce pouvoir et reconnaître que c'est le chef du pouvoir exécutif et que le Premier ministre ne peut pas être le chef du président de la République. Parce que dans la configuration constitutionnelle, ce n'est pas possible. Alors ça, c'est côté institutionnel, mais politiquement, du fait que Ousmane Sonko est le président de PASTEF, le président continue à être membre du PASTEF même s'il n'en est plus le secrétaire général, ben, tout le monde dit que Ousmane Sonko est le chef du président de la République. De ce point de vue-là, et par extrapolation, vu sa puissance politique et également son chef dans la réalité. Oui, mais dans la structuration du pouvoir et dans cette force extraordinaire qui est la machine étatique, il y a un chef, c'est le président de la République. Et il n'est pas seul. Il est entouré d'autres acteurs, disons, de cette architecture institutionnelle. Mais c'est lui le levier. C'est le président de la République qui est, encore une fois, la clé de voûte. C'est lui le maître du jeu. Et tous les pouvoirs constitutionnels convergent en ce sens. Donc ça veut dire que même si le Premier ministre a une puissance politique réelle, il ne peut pas la faire prévaloir dans le fonctionnement des institutions. Quelles pourraient être les conséquences d'une rupture entre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye? La conséquence serait que PASTEF serait l'opposition de PASTEF lui-même. Et ça, je pense que ça va fragiliser le projet, mais également ça va disperser les énergies plutôt que de se focaliser sur les problèmes des Sénégalais, sur la réalisation, donc la transformation qualitative, positive de la société. On va se cristalliser sur des enjeux de conquête du pouvoir, sur des luttes de pouvoir, et avec ces réalités de notre système clanique où les uns et les autres vont se positionner par rapport à l'un ou l'autre des deux personnalités, et cela va nous faire perdre du temps et de l'énergie, et cela ne va pas nous permettre d'aller à bon port, je crois. Et autre chose aussi, c'est que dans ces contradictions entre le président de la République et son Premier ministre, le problème c'est de savoir
au bout du compte, qui décide. Parce que s'il y a des contradictions, on peut arriver à des compromis. Mais si on n'arrive pas à des compromis, il faut bien, à un moment, qu'on tranche la question. Alors, qui tranche? C'est le président de la République. Oui, si le président tranche et que le Premier ministre n'est pas d'accord, ça crée un problème. Dans un sens, dans une situation où le Premier ministre ou le président est le chef de la majorité, ça pose moins de problèmes. Parce qu'en ce moment, il a les coudées franches pour le faire. Mais dans une situation actuelle, la cohabitation risque d'être de plus en plus difficile si l'un et l'autre n'arrivent pas à s'entendre et à se retrouver autour de la prise de décision parfois cruciale, fondamentale pour le destin de la nation. Et s'ils voulaient continuer ensemble, quelles seraient les concessions minimales à faire de part et d'autre, et y aurait-il nécessité qu'une tierce partie vienne faciliter, faire la médiation et les accompagner dans cette démarche? Je crois que le Premier ministre avait dit qu'il y aurait un avant le 8 et un après. Je crois que le Rubicon a été franchi parce que les contradictions, tant qu'elles pouvaient être gérées à l'interne, c'était l'idéal. Mais puisqu'elles sont étalées à la place publique, et d'une part, on voit que le président de la République, à travers l'acte qu'il a posé, a une volonté claire et ferme de construire un appareil politique distinct de l'appareil incarné par le PASTEF, en tout cas dirigé tout au moins par le PASTEF. Donc je crois qu'ici les lignes semblent être claires. Très bien. Alors, les leçons à tirer de cette situation au plan institutionnel, au plan politique, est-ce qu'il y a des réformes à faire pour éviter cette récurrence quand même de dualité et de problèmes entre les éléments du sommet de l'État? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut diminuer les pouvoirs du président de la République, mieux répartir les pouvoirs entre les différentes institutions? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il y a deux niveaux d'analyse. Le premier, c'est de dire que cette situation que nous vivons est une situation exceptionnelle parce que le candidat naturel, on va dire, en tout cas celui-là qui avait été investi par le PASTEF, a eu maille à partir avec la justice et compte tenu de cela, sa candidature a été invalidée. Donc, on s'est retrouvé avec un candidat de substitution. Donc, ça, c'est une situation exceptionnelle. Si, par exemple, c'était le candidat, le leader du PASTEF qui était élu directement, on n'aurait pas eu certainement ces problèmes-là. Donc, ça veut dire que c'est une situation exceptionnelle liée à un contexte exceptionnel, celui-là qui a marqué le déroulement de l'élection présidentielle avec toutes les péripéties rocambolesques qui l'ont entouré. Autre chose, c'est également de dire que le président de la République a effectivement beaucoup de pouvoirs et qu'il faut les rationaliser parce que cette hyper-présidentialisation menace la démocratie et l'état de droit. En tout ce qu'elle menace l'état de droit et la démocratie, elle doit être tempérée, notamment pour préserver les droits et libertés des citoyens. On a parlé des assises de la justice, on a parlé du rôle du procureur de la République. Eh bien, toutes ces réformes-là doivent être menées pour que le président de la République, au regard également du fait que tous les rapports des corps de contrôle convergent sur sa table et qu'il a la prérogative souveraine de les transférer à la justice ou pas, tout cela doit être revu, rationalisé. Mais il ne faudrait pas oublier que c'est ce présidentialisme fort qui a quand même assuré la stabilité politique du Sénégal de 62 à maintenant. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a une rationalisation à faire, mais cette rationalisation ne signifie pas qu'il faille rejeter en bloc tout le système fondé sur un présidentialisme fort. Deux dernières questions. Revenons sur cette hypothèse d'une rupture entre le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, sachant que si on devait parler de constante et de variable, la constante c'est le président de la République et la variable c'est le Premier ministre. Alors à ce moment-là, comment verriez-vous l'attitude politique, le positionnement de Ousmane Sonko? Serait-il en opposition avec le pouvoir qu'il a contribué à mettre en place sur un projet qu'il a pensé, qu'il a contribué à mettre en forme et attendre l'élection de 2029 ou alors attendre l'élection de 2029 en se tenant un peu à carreau, en gérant son parti et peut-être les alliances qu'il va devoir construire
en prélude à cette élection de 2029? Dans la perspective où il y aurait une rupture, je crois que, je disais tout à l'heure que PASTEF serait l'opposition de PASTEF. Et en ce moment-là, cette frange de PASTEF qui ne se retrouverait plus avec la majorité présidentielle va construire un nouveau projet, certainement en arguant que le projet initial a été peut-être dévoyé ou qu'il y a eu une bifurcation ou en tout cas des ruptures qui n'étaient pas souhaitables. Et c'est peut-être sur cette base que cette frange-là pourrait s'imposer, se positionner dans l'opposition. Mais quoi qu'il en soit, si la cohabitation devient difficile ou impossible, je crois que la clarification est nécessaire dans l'intérêt du Sénégal et pour une stabilité du pouvoir exécutif d'abord et ensuite du Sénégal dans son ensemble. La dernière question, c'est au sujet de l'opposition actuelle qui est en embuscade devant cette situation très fluide, très volatile. Alors, l'opposition qui pourrait revendiquer une partie quand même de ce qui se passe avec une certaine agressivité, avec une certaine intelligence même dans l'opposition. Comment verriez-vous justement les combinaisons possibles entre les différentes parties? Pas les partis politiques, mais les différentes parties en présence. Le président avec son pôle, le Premier ministre avec son pôle et l'opposition telle qu'elle existe actuellement. Je pense que généralement le peuple sénégalais fait montre d'une maturité remarquable et quand on confère à un nouveau pouvoir tous les leviers pour gouverner, généralement le peuple lui laisse le temps de mettre en œuvre le projet. Donc je crois qu'il y a actuellement peut-être une certaine impopularité qui se développe liée à la cherté du coût de la vie, liée du coût de l'électricité, des difficultés relatives à l'accès à l'emploi, des difficultés relatives à la création de richesses, un taux d'endettement élevé. Donc tout cela constitue autant de contraintes qui nourrissent encore une fois une certaine impopularité. Mais cette impopularité-là n'a pas encore atteint un niveau où les forces sociopolitiques pourraient se retrouver pour incarner une alternative. Pour le moment. Quelle que soit l'issue de la situation actuelle, comment voyez-vous l'Assemblée nationale à l'issue des 2 ans au minimum avant la dissolution? Est-ce que le président n'aura pas d'autre choix que de dissoudre, quelle que soit l'issue de Si le président dissout, on va vers une crise politique. Et donc, dissoudre sans être sûr d'avoir une majorité après la dissolution. On a vu ce qui s'est passé en France. On a vu également que ce n'est pas forcément gagné pour le parti au pouvoir après une dissolution que d'engranger encore une majorité. Et donc ça, c'est des incertitudes. Mais je crois que ce n'est pas souhaitable parce que ça plonge le pays dans une situation de crise politique permanente. Et quand on est dans ces situations-là, c'est la croissance qui prend un coup, c'est le travail qui prend un coup, c'est l'essentiel qui devrait nous préoccuper qui prend un coup. Ce sont les énergies qui devraient être mobilisées pour faire avancer le pays qui sont engourdies et qui empêchent d'aller à l'essentiel. Maurice Soudieck Dione, notre invité de ce soir, professeur agrégé de sciences politiques, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Merci pour tous ces éclaircissements sur le sujet de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la TFM. Au revoir.